Le scanner et l'IRM, durant les 20 dernières années, ont pris une place très importante dans l'exploration des valvulopathies. C'est devenu un complément à l'échographie, notamment dans certaines circonstances. L'échographie est et restera l'examen de première intention, mais quand elle est non concluante, quand elle est discordante avec la clinique, quand il y a deux échos discordantes, le scanner et l'IRM ont une place importante à jouer. Rapidement ici, juste pour vous montrer les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie et d'imagerie cardiaque. Globalement, pour toutes c'est le cas ici de la aorte, mais c'est valable pour toutes les valves, quel que soit quand l'écho n'est pas concluante, on peut aller vers l'IRM. On va passer rapidement au scanner, vous savez très bien, on va insister un peu sur l'IRM. Donc, quand on fait une IRM pour explorer une valvulopathie, on a besoin de plusieurs séquences. D'abord, les séquences ciné pour explorer les volumes et la fonction, les séquences de rehaussement tardif et de T1 mapping à la recherche de fibrose, et surtout les séquences de déflow, qui sont les contrast phase imaging, et là, ils vont nous permettre de calculer les flux. On fera des séquences perpendiculaires au plan pour les calculs des vitesses et des séquences dans le plan pour la visualisation des flux. Pardon. Encore. Voilà, c'est bon. Donc, après les séquences de déflow qui doivent obéir à une certaine rigueur, il y a également les séquences actuellement de 4D flow qui sont apparues il y a quelques années. Pourquoi 4D? Parce que c'est des séquences en 3D avec étude de l'hémodynamique, et ces séquences ont trouvé une place très importante dans l'exploration, notamment des valvulopathies, entre autres. L'IRM a plusieurs avantages à part cet arsenal de séquences. C'est une méthode qui n'est pas irradiante. Elle n'utilise pas de produit de contraste iodé, on peut s'affranchir de l'injection de gadolinium et on peut faire tous les plans possibles. Mais c'est une technique qui est chronophage, elle est limitée chez les patients arythmiques, elle requiert multiples apnées, donc c'est difficile chez les patients fatigués, et le choix des plans doit être très rigoureux. Pour les séquences 4D, elles ont également beaucoup de limites, elles sont chères, elles coûtent environ ça veut dire le logiciel environ $100 000, elles durent 10 minutes, elles génèrent 5 000 jusqu'à 15 000 et 20 000 images, donc le post-traitement est souvent très lent. On va commencer le volet pathologique. Ici, un cas par exemple de bicuspidie de type 1, découverte fortuite chez un patient qui a fait une IRM pour une myocardite et chez qui l'écho était normal. Bien sûr, devant toute bicuspidie, il faut obligatoirement explorer l'aorte à la recherche d'une coarctation, d'un kinking comme c'est le cas ici, ou d'un anévrisme de l'aorte, comme c'est le cas, malheureusement la vidéo ne marche pas, et dans ce cas c'était une bicuspidie de type 0. La bicuspidie bien sûr se complique notamment de rétrécissement. Ici c'est un jeune patient qui a un rétrécissement aortique calcifié avec une bicuspidie de type 0. L'IRM, une méthode qui est très pertinente dans l'exploration des fuites aortiques, elle est précise et surtout reproductible. Elle a été montrée dans plusieurs papiers. Donc voilà, elle montre très bien les fuites aortiques, donc on le voit, on fait le diagnostic positif et on est très précis dans le calcul, et le calcul se fait par la méthode de déflow dans le plan perpendiculaire au niveau en général de la jonction sino-tubaire. Et voilà, on a ce type de courbe avec les volumes antérogrades et rétrogrades. Ici, c'est un patient qui a eu un TAVI il y a quelques semaines, c'est un cas récent du service, c'est un cas d'août 2023, qui est venu pour un syndrome inflammatoire biologique, donc il y avait un doute sur une endocardite. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un épaississement d'un feuillet valvulaire, on le voit ici, avec un doute notamment sur un autre feuillet, un petit épaississement nodulaire. Ça, c'est un aspect typique de thrombus d'une valve chez un patient qui a bénéficié d'un TAVI. Un mois plus tard, après traitement médical, le patient n'a plus rien. Ça, c'est une notion qui est relativement récente. C'est ce qu'on appelle les hypodensités des feuillets valvulaires. C'est un épaississement hypodense des feuillets valvulaires post-TAVI. Il est responsable d'une réduction de la mobilité des valves sans forcément une augmentation des gradients. C'est probablement en rapport avec le thrombus. Pourquoi? Parce que la majorité des papiers montrent qu'il y a une régression après traitement anticoagulant. Là, leur responsabilité dans la survenue d'AVC, par contre, est controversée.
En post-avis, l'IRM, à part le scanner, elle peut jouer un rôle, vous le savez, notamment pour la quantification des fuites aortiques, qui peut être parfois difficile en écho. On passe à la valve mitrale. C'est un patient qui nous a été adressé pour une suspicion de myxome ou de thrombus. C'est une patiente qui est stentée, c'est un cas également récent. Et on trouve sur la séquence ciné un nodule qui est centré sur l'anneau mitral, sur la petite valve mitrale, avec sur la séquence de rehaussement tardif, un rehaussement annulaire au niveau de cette lésion. Ce qui frappe ici, c'est l'hyposignal très franc. Et on a fait dans ce cas systématiquement un scanner et c'était une calcification caséeuse de l'anneau mitral. Cette calcification caséeuse est probablement sous-estimée dans la littérature. Maintenant, on va parler d'une lésion qui est actuellement, entre guillemets, à la mode. On en parle souvent du prolapsus de la valve mitrale. C'est une des principales causes des insuffisances mitrales non ischémiques. Elle est responsable d'un épaississement et d'une hypermobilité des valves mitrales. Et c'est un bombement des valves mitrales au-delà de 2 mm dans l'oreillette gauche. Il est fréquemment associé à d'autres anomalies, notamment de l'anneau mitral et du myocarde adjacent. C'est ce qui fait dire à beaucoup d'auteurs que c'est plus une anomalie de l'anneau mitral et de ses environs que uniquement une pathologie valvulaire. La principale lésion associée, c'est la disjonction de l'anneau mitral. Cette disjonction, elle est fonctionnelle et anatomique. D'autres anomalies sont associées et c'est surtout l'hypertrophie inféro-latéro-basale et l'amincissement inféro-latéro-moyen. Et ces anomalies ont été prouvées même en l'absence d'IM non significative. Voici un cas de prolapsus de la valve mitrale, mais sans disjonction ici annulaire. Et vous remarquez la fuite aortique associée. Ici, c'est des schémas juste pour montrer les anomalies dont on a parlé, notamment la disjonction et l'épaississement inféro-latéro-basal. L'IRM, à part le diagnostic positif, peut jouer un rôle important dans le pronostic, notamment quand elle met en évidence de la fibrose. Cette fibrose, elle est prédictive d'arythmie, de mort cardiaque et de défaillance cardiaque. Elle peut intéresser aussi bien les muscles papillaires que le segment inféro-latéro-basal qui est souvent hypertrophié. On peut également trouver une fibrose diffuse, mais uniquement dans les cas où il existe une dilatation et une dysfonction du VG. L'imagerie joue également un rôle très important actuellement, Dr. Diss en a parlé, dans le bilan pré-implantation et notamment du métraclip. Et là, le scanner permet d'étudier l'anneau et la position de l'artère circonflexe. Dans l'équivalent du TAVI au niveau de la valve mitrale, et là, c'est l'insertion de la valve bioprothétique. Et là, le scanner joue également un rôle très important pour le sizing de l'anneau et surtout pour l'évaluation de la future chambre de chasse. Au fait, avec les logiciels de post-traitement, on va déployer virtuellement la prothèse et on va estimer la surface de la chambre de chasse. C'est très important avant de mettre en place la valve par voie percutanée. Bien sûr, on va parler de la valve également tricuspide, qui est actuellement sous le feu des projecteurs. Justement, il y a un intérêt croissant depuis une dizaine d'années, pour plusieurs raisons, notamment les études ont montré qu'il y avait une mortalité importante chez les patients qui ont une unité assez importante, et par l'apparition de traitements par voie percutanée. L'imagerie aussi en coupe ici joue un rôle très important. La dernière classification des étiologies, je vais passer rapidement. Voilà ici un cas du service chez une patiente qui a une unité qui est importante. On le voit également sur les séquences en 4D flow. Et ici, les signes d'une IT typique avec une dilatation de la veine cave inférieure, une dilatation des cavités cardiaques droites, une dilatation des veines hépatiques et un reflux de bruit de contraste au niveau de la veine cave inférieure et des veines hépatiques. Rapidement, ça c'est les méthodes dont on dispose aujourd'hui. Le scanner et l'IRM jouent un rôle bien sûr très important et ils font partie intégrante du processus. Pourquoi? Parce qu'ils permettent d'étudier la morphologie de l'appareil tricuspide, ils permettent d'étudier l'environnement, ils permettent d'établir le mécanisme de l'IT, de quantifier cette IT, de quantifier surtout les volumes ventriculaires et la fonction ventriculaire droite. Ça, c'est très important. Voilà ici, par exemple, pour les différentes mesures qui sont faites au scanner, donc le tenting angle, height, area, etc. Ça, c'est pour l'anneau aortique. Une chose importante, il faut toujours rechercher une coronaire droite intra-OD. C'est
c'est pas exceptionnel et c'est très important si on planifie un geste sur la valve tricuspide. Pour le fallow, je vais passer rapidement. Juste pour terminer, un cas ici de quadricuspidie pulmonaire, qui est une anomalie congénitale assez rare, et d'un élastofibrome de la valve tricuspide. En conclusion, le diagnostic, l'imagerie en coupe scanner IRM joue un rôle très important dans le diagnostic des valvulopathies. Ils permettent de mettre en évidence les régurgitations et les sténoses, les tumeurs, les pseudotumeurs et les anomalies congénitales, de planifier un geste par voie percutanée et de rechercher des complications post-intervention. Le futur, qui est actuellement le présent, mais j'espère que les séquences vont s'améliorer, notamment le post-processing, c'est le flow 4D. Et je vous remercie.